Je m'appelle Hélène, j'ai 65 ans et je vis à Arles, cette ville baignée de soleil où les pierres romaines racontent mieux que quiconque la fragilité du temps. Depuis 3 ans, je suis veuve. Mon mari, André, est parti trop tôt, me laissant avec nos souvenirs, une maison au volet bleu héritée de sa famille et la certitude que j'avais donné ma vie entière à ce que l'on appelle la famille. Lorsque le notaire m'a convoqué pour une réunion au sujet de l'héritage d'André, je me suis préparée avec le soin d'une élève qui révise avant un examen. J'avais ressorti d'un tiroir mon vieux tailleur sombre, celui que je portais aux grandes occasions, et je m'étais coiffée avec application. Dans le miroir, mon visage me paraissait plus sévère qu'à l'accoutumée. Je n'avais plus l'air de la grand-mère tranquille qui tricote sur un banc à l'ombre des platanes. Ce matin-là, je voulais être solide, presque impénétrable. Pourtant, en descendant les marches de la maison, une boule s'était logée dans ma gorge. Mon fils unique, Marc, avait reçu la même convocation. J'aurais voulu que ce rendez-vous soit un moment de partage, une façon de se serrer les coudes autour de la mémoire d'André. Mais au fond de moi, une crainte sourde me glaçait. Depuis quelques mois, j'avais surpris chez Marc des gestes, des regards qui trahissaient une impatience malsaine, comme s'il attendait, non pas de marcher à mes côtés, mais de me devancer, voire de me remplacer. En ouvrant ma boîte aux lettres avant de partir, je découvris une enveloppe blanche, sans timbre, glissée dans la nuit. Mon nom écrit maladroitement. À l'intérieur, quelques mots tracés au feutre noir. « Méfiez-vous de votre propre sang ». J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Qui pouvait bien écrire cela? Une mauvaise plaisanterie? Ou l'aveu de quelqu'un qui savait ce qui se tramait dans l'ombre? Le soleil cognait déjà fort quand je me suis assise derrière le volant de ma vieille Renault. La route jusqu'au cabinet du notaire passait par les allées bordées d'oliviers, et malgré la beauté du paysage, je n'ai pas cessé de revoir ces mots brûlants. Méfiez-vous de votre propre sang. Quand je suis arrivée sur la place de la République, Marc était déjà là. Costume clair, sourire figé, il m'attendait devant l'imposante porte du notaire. Sa femme, Élise, ma belle-fille, l'accompagnait. Élise, toujours impeccable, ses talons claquant contre les pavés, me regarda comme on regarde un meuble trop ancien pour avoir encore de la valeur. Depuis longtemps, je savais qu'elle me trouvait encombrante, mais ce matin-là, son regard brillait d'une lueur étrange, presque victorieuse. Nous avons pris place dans le bureau solennel où trônaient les piles de dossiers reliés. Ma gorge était sèche, mais je gardais le silence. Le notaire, un homme aux lunettes épaisses et à la voix mesurée, commença à parler des dispositions prises par André de son vivant. Tout semblait clair, la maison familiale me revenait en usufruit et Marc serait l'héritier légal à ma disparition. Rien d'étonnant, rien d'injuste. C'est la loi française, me répétais-je, une loi à laquelle on ne peut échapper. Mais soudain, le notaire fronça les sourcils et tira d'une chemise cartonnée un document que je n'avais jamais vu. « Madame, ce papier a été déposé récemment. » Avant même qu'il ne poursuive, Élise posa sa main manucurée sur l'épaule de Marc, comme pour l'encourager. Et mon fils, d'une voix mal assurée, osa dire « Maman, il faut comprendre. Tu n'as plus la force de gérer une maison si grande. Nous avons pris des dispositions pour que les choses soient plus simples. » Plus simple? Le sang me monta à la tête. J'ai senti mes doigts trembler sur l'accoudoir de la chaise. Quel nous? Qui avait pris ces dispositions? Certainement pas André et sûrement pas moi. Le notaire hésita, puis expliqua que, selon ce document, la maison aurait été vendue à une société immobilière, dont Élise apparaissait comme représentante légale. Ma maison, celle où j'avais vécu avec mon mari, où Marc avait grandi, aurait été cédée sans que j'en sache rien. Et les signatures, là, sous mes yeux, ressemblaient étrangement à la mienne. Un frisson glacé me traversa. On avait imité mon écriture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé du poing sur la table. Non. J'ai simplement levé les yeux vers Marc, et dans son regard fuyant, j'ai compris. Mon fils, mon propre fils, il m'avait trahi. La salle semblait tourner autour de moi. Pourtant, une force nouvelle me tenait droite. Les mots de l'enveloppe résonnaient dans ma tête. Méfiez-vous de votre propre sang. J'avais devant moi la preuve vivante que cette mise en garde n'était pas vaine. Alors, tandis qu'Élise esquissait un sourire de victoire mal contenu, je me suis juré que ce n'était que le début. Moi,
La veuve discrète qu'il croyait docile, j'allais me dresser. J'allais me battre. En silence, peut-être, mais avec une détermination qu'aucun papier falsifié ne pourrait effacer. Et vous, si un jour votre propre enfant vous trahissait pour quelques murs, quelques euros, que feriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où l'on peut aller pour protéger ce qui reste de notre dignité. Je quittais le cabinet du notaire comme on sort d'un cauchemar éveillé. Le soleil de midi frappait les pierres de la place, mais j'avais froid. Arles continuait de vivre, les terrasses bruissaient de conversation, les touristes photographiaient les arènes, et moi, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Marc marcha à mes côtés, silencieux, tandis qu'Élise avançait légèrement devant, ses talons claquant comme une fanfare de victoire. Mon fils n'osait pas croiser mon regard. Ce silence pesait davantage qu'un torrent de reproches. Arrivée à ma voiture, Élise se tourna vers moi, son sourire glacé aux lèvres. « Il faut être raisonnable, Hélène. Vous ne pouvez plus assumer cette maison. C'est mieux pour tout le monde. » Je n'ai pas répondu. Si j'ouvrais la bouche, j'avais peur que ma voix ne tremble. Je les ai laissés partir, bras dessus, bras dessous, et je suis restée seule, les mains serrées sur le volant, fixant le vide. En rentrant chez moi, j'ai parcouru chaque pièce comme si c'était la dernière fois. Les rideaux blancs que j'avais cousus moi-même, la table en chêne qu'André avait cirée avec soin, le vieux buffet de ma mère. Tout cela avait l'air soudain fragile, menacé. Une question m'obsédait. Comment avait-il osé? Comment mon fils, ce garçon que j'avais nourri, soutenu, consolé, pouvait-il participer à cette ignominie? Je retrouvai l'enveloppe anonyme sur la table du salon. Méfiez-vous de votre propre sang. Qui avait écrit ces mots? Un voisin bienveillant? Un employé du notaire? Ou quelqu'un d'encore plus proche, témoin d'un secret que je n'avais pas imaginé? Le soir, incapable de trouver le sommeil, j'ai ressorti la boîte où je gardais les papiers importants. Actes de propriété, relevés de compte, lettres anciennes d'André. Je les ai étalés sur la table, cherchant une faille, un indice. Et soudain, je l'ai trouvé. Une copie d'un testament manuscrit d'André, daté d'à peine 6 mois avant sa mort, un testament qu'il n'avait jamais mentionné. Ces mots, écrits d'une main ferme, m'ont glacé. À ma chère Hélène, je laisse la maison de famille en pleine propriété. Quoi qu'il arrive, qu'elle ne soit jamais contrainte de la céder. Mon cœur battait à tout rompre. Si ce document était valide, alors la prétendue vente était une imposture. Mais pourquoi André m'avait-il caché cette démarche? Avait-il prévu la trahison de notre fils? Le lendemain, je pris rendez-vous avec un avocat d'Arles, maître Duval, connu pour sa rigueur. Dans son bureau encombré de dossiers, il parcourut le testament avec attention. « Ceci est un document parfaitement recevable, madame. À condition de prouver son authenticité, vous avez de quoi faire annuler toute vente effectuée à votre insu. » Je lui parlais de la signature falsifiée. Il hocha la tête gravement. « C'est un délit pénal. Mais il faudra des expertises et vos adversaires ne se laisseront pas faire. Préparez-vous à un combat long et cruel. » En sortant du cabinet, j'étais partagée entre la peur et une étrange excitation. Pour la première fois depuis la mort d'André, je me sentais portée par une énergie nouvelle. Le soir même, alors que je rentrais, j'ai aperçu une silhouette devant mon portail. Une femme âgée, voisine du quartier, m'attendait. C'était Jeanne, qui habite la rue depuis 40 ans. Elle tenait une enveloppe identique à celle que j'avais trouvée dans ma boîte aux lettres. « Je n'aurais pas dû me mêler de vos affaires, mais je n'ai pas pu me taire, dit-elle en me tendant la lettre. J'ai vu Élise plusieurs fois rencontrer un homme devant la maison. Un agent immobilier, je crois. Il parlait bas, comme s'il complotait. Alors j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir. Je restais figée. Ma belle-fille avait donc préparé cette vente en secret depuis longtemps. Et Marc, était-il complice par lâcheté ou par avidité? Jeanne ajouta d'une voix plus basse encore. Cet homme, je l'ai reconnu. Ce n'était pas qu'un agent. C'est son amant. Ces mots résonnèrent comme une gifle. Mon fils était trahi non seulement comme héritier, mais aussi comme mari. Élise avait donc monté un double plan, détourné la maison et trompé son mari, mon fils, sans vergogne. J'ai remercié Jeanne d'une voix tremblante. Dès qu'elle partit, je me suis assise dans le salon, incapable de bouger. Tout s'effondrait, mais au milieu de ce chaos, une certitude naissait. Je n'étais pas seule, je n'étais pas impuissante. J'avais des preuves, un testament
et désormais un secret dévastateur à découvrir au grand jour. Et dans l'ombre de ma maison encore intacte, je me fis une promesse. Ils allaient me croire soumise, vieillissante, incapable. Ils se trompaient. J'allais attendre le bon moment. Puis je frapperais, calmement, implacablement. Les jours suivants furent emplis d'une étrange tension. Chaque matin, je guettais le facteur, comme si la vérité allait se glisser dans ma boîte aux lettres. J'avais remis à maître Duval le testament d'André, et il avait aussitôt engagé une demande d'authentification par un expert graphologue. Il m'avait prévenu « Soyez patiente, madame. La justice avance lentement, mais elle avance. » Patiente. Comme si l'on pouvait l'être lorsque sa propre maison, son refuge, sa mémoire entière, se retrouvait menacée par ceux-là même qu'on a nourris, aimés, protégés. Marc passa me voir une fois, sans prévenir. Il entra dans la cuisine, posa sa main sur ma table en bois et dit d'un ton faux tranquille. « Maman, tu dois comprendre, c'est mieux ainsi. Élise s'occupe de tout. Tu seras libérée de ce fardeau. Un fardeau. » Voilà donc ce que j'étais devenue. Une vieille femme accrochée à ses murs, un poids sur les épaules d'une génération pressée. J'ai gardé le silence, mais dans ma poitrine, la colère bouillonnait. Je savais désormais que ce n'était pas de la précipitation ou de l'inconscience. C'était une trahison organisée. Quand il partit, j'ai remarqué qu'il avait évité de me regarder dans les yeux, comme un enfant pris en faute. Son odeur d'après-rasage restait suspendue dans la pièce, mélangée à une note amère, celle de la lâcheté. Le soir, je suis retournée voir Jeanne, ma voisine. Elle m'a ouvert sa porte avec une tasse de tisane fumante à la main. « Je n'ai pas dormi depuis que je vous ai parlé, » m'avoua-t-elle. « Cet homme qu'Élise voyait, je l'ai encore croisé. Il est venu 2 fois cette semaine, toujours quand votre fils n'était pas là. Elle me montra même une photo floue prise depuis sa fenêtre. Élise, vêtue d'un manteau beige, penchée vers un homme grand, aux cheveux poivre et sel. Ils semblaient se connaître intimement. Leurs corps se touchaient presque. J'ai senti mon ventre se nouer. La preuve était là. Ce n'était pas seulement une intuition. Élise avait un amant. Et pas n'importe qui. Je le reconnus aussitôt. C'était l'agent immobilier que j'avais croisé quelques mois plus tôt lors d'une réunion de quartier, un certain Lefebvre, réputé pour ses affaires louches et ses ventes forcées. Le puzzle prenait forme. Élise avait utilisé Marc pour signer à ma place, convaincre le notaire que j'avais accepté la vente, et derrière cette mascarade se cachait Lefebvre, son complice, son amant. Le lendemain, j'ai confié la photo à Maître Duval. Son regard se fit grave. Ceci change tout. Nous pouvons démontrer un conflit d'intérêts, une fraude manifeste. Mais je vous préviens, si nous révélons l'existence d'un adultère, la bataille familiale deviendra une guerre ouverte. Je hochai la tête. La guerre, il l'avait déjà déclarée en tentant de me voler ce qui m'appartient. Les jours passaient, et chaque détail me paraissait suspect. Une voiture qui ralentissait devant ma maison. Un appel téléphonique où l'on raccrochait dès que je répondais. Une impression d'être surveillé, épié. Était-ce mon imagination ou bien l'ombre de leur complot qui s'étendait jusque dans mon quotidien? Un soir, alors que je rangeais des papiers dans le grenier, je suis tombée sur un vieux carnet d'André. Des notes de dépenses, des réflexions sur ses journées. Et au milieu, une phrase, écrite de sa main, que je n'avais jamais vue. Ne jamais faire confiance à Élise. Mon souffle se coupa. Lui aussi l'avait perçu. Peut-être avait-il rédigé ce testament secret justement pour me protéger de cette femme qu'il avait devinée ambitieuse et froide. Tout s'éclairait. André avait voulu me laisser une forteresse contre l'appétit d'Élise. Et aujourd'hui, son avertissement résonnait comme une prophétie accomplie. Je me suis assise sur une vieille malle et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de faiblesse, pas de résignation, mais des larmes brûlantes de colère et de lucidité. Il pensait que j'étais seule, vulnérable, qu'à mon âge on plie sans résistance. Il se trompait. Car désormais, je n'étais plus seulement une veuve esseulée. J'étais la gardienne de la parole d'André, la dépositaire de sa volonté. Et avec l'aide de Duval, de Jeanne, de ces preuves qui s'accumulaient, j'allais retourner leur piège contre eux. Je refermais le carnet d'André avec douceur, comme si, dans l'ombre, il m'avait tendu la main. Les premières démarches judiciaires furent lancées plus vite que je ne l'aurais cru.
Maître Duval avait saisi le tribunal pour contester la validité de la vente prétendument signée en mon nom. Une expertise graphologique allait être ordonnée. En parallèle, il me conseilla de rester discrète, de ne pas provoquer Marc ni Élise. Discrète. Je savais me taire, j'avais appris cela toute ma vie. Mais cette fois, mon silence serait celui d'un piège qui se tend. Un matin, alors que je faisais mon marché au lys, j'aperçus Élise, talons hauts et sac griffé, discuter à voix basse avec une femme que je ne connaissais pas. Elles se penchaient l'une vers l'autre, complices. Quand elles m'aperçurent, un éclat de rire leur échappa, comme une provocation. Je sentis mon cœur se serrer, mais je tins bon. Je poursuivis mon chemin sans un mot. En rentrant, une surprise m'attendait dans ma boîte aux lettres. Une lettre officielle, cachetée à l'encre bleue. C'était un avis du notaire m'informant qu'une régularisation devait avoir lieu la semaine suivante au sujet de la maison. En clair, Élise et son amant Lefebvre tentaient d'accélérer la procédure de transfert, malgré le recours lancé. Je portai aussitôt la lettre à Duval. Il la lut, ses sourcils se fronçant à mesure. « Ils vont trop vite, dit-il. Ils veulent vous mettre devant le fait accompli. Mais cette précipitation peut se retourner contre eux. Plus ils se montrent pressés, plus ils trahissent leurs intentions. » Il m'expliqua qu'une assignation en référé allait bloquer la régularisation. J'avais du mal à suivre les termes juridiques, mais une chose était claire, je n'étais plus désarmée. Le soir, Jeanne sonna chez moi. Son visage était grave. « Hélène, je dois vous dire ce que j'ai vu. » Avant-hier, Élise est montée dans une voiture devant le square Voltaire. Elle n'était pas seule. À l'arrière, j'ai reconnu votre fils. Et sur le siège avant, l'homme aux cheveux poivre et sel. Lefebvre. Mon estomac se noua. Marc savait donc. Il savait la liaison de sa femme et de cet agent véreux. Alors pourquoi gardait-il le silence? Était-il complice ou prisonnier d'un chantage? Je passais une nuit blanche à repasser cette scène dans ma tête. Les mots d'André, ne jamais faire confiance à Élise, résonnaient comme un glas. Le lendemain, je pris une décision. J'irai voir Marc seul. Je le trouvai dans son bureau de l'assurance où il travaillait. Son visage se crispa quand il me vit. « Maman, tu ne devrais pas venir ici. » Je lui tendis la photo prise par Jeanne, celle où l'on voyait clairement Élise et Lefebvre. « Tu savais ?» demandai-je d'une voix basse mais ferme. Il pâlit, détourna les yeux. Ses lèvres tremblaient. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais son silence confirmait tout. Je n'insistais pas. Je posais simplement ma main sur la photo et ajoutais « Si tu continues à te taire, c'est toi qui te perdras. Pas moi. » Il resta figé, incapable de répondre. Je sortis du bureau sans un mot de plus. Cette confrontation m'avait vidé, mais aussi renforcé. Mon fils avait perdu sa droiture, peut-être son courage. Mais moi, je n'avais plus peur. Quelques jours plus tard, une convocation du tribunal arriva. Audience fixée dans un mois. Duval préparait déjà les pièces, le testament, les expertises, les témoignages. Et puis survint l'erreur d'Élise. Un vendredi soir, elle publia sur les réseaux sociaux une photo d'elle et de Lefebvre dans un restaurant de Nîmes. Elle croyait sans doute que personne de mon entourage ne verrait cette image clinquante, mais Jeanne me l'apporta imprimée dès le lendemain. Sur la table, entre deux coupes de champagne, on distinguait un dossier ouvert marqué du sceau d'une agence immobilière. La légende disait « À de nouveaux horizons ». C'était la preuve éclatante de leur collusion, affichée avec arrogance. En voyant cette photo, je compris que le destin m'offrait son arme. Je rangeai l'image dans mon dossier, à côté du carnet d'André et du testament. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire m'échappa. Ils s'étaient trahis eux-mêmes, croyant déjà leur victoire acquise. Mais moi, la vieille veuve qu'ils pensaient docile, j'étais prête à les faire tomber avec leurs propres armes. Les jours qui suivirent la découverte de la photo furent étranges. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide entre la peur et une excitation nouvelle. Chaque matin, je relisais le dossier que je constituais pour Maître Duval, le testament d'André, la copie du carnet, les photos prises par Jeanne, l'impression de la publication d'Élise. Mon bureau improvisé sur la grande table en bois de la salle à manger ressemblait désormais à celui d'un enquêteur. Un dimanche, alors que je classais ces preuves dans des chemises, on frappa à ma porte. En ouvrant, je trouvai Thomas, un vieil ami d'André. Ancien collègue de travail, avocat à la retraite, il vivait à Saint-Rémy mais passait souvent à Arles.
Ses yeux clairs brillaient d'une inquiétude sincère. « Hélène, j'ai appris par hasard que tu étais en conflit avec ton fils et ta belle-fille. On parle beaucoup en ville. Dis-moi que ce n'est pas aussi grave qu'on le dit. » Je l'invitai à entrer, lui servis un café, et je lui expliquai tout. Je ne cachais rien. La signature falsifiée, le testament secret, l'amant agent immobilier. À mesure que je parlais, ses poings se serraient sur la tasse. « C'est ignoble. Tu ne dois pas te laisser faire. Je ne pratique plus depuis des années, mais je connais encore des juges, des confrères. Si tu veux, je peux te soutenir, être témoin du sérieux d'André, de son intention réelle de te protéger. » J'eus les larmes aux yeux. Ce soutien inattendu tombait comme une bénédiction. André, de là où il se trouvait, devait sourire. Son ami de toujours venait veiller sur moi. Le lendemain, chez Maître Duval, je mentionnai la proposition de Thomas. Il fronça les sourcils, puis hocha la tête. « Excellente idée. Le témoignage d'un proche de votre mari, connu et respecté, donnera plus de poids à votre défense, surtout face à des adversaires qui misent sur les apparences. » En sortant du cabinet, je croisai Élise sur le trottoir. Elle était seule, vêtue d'un manteau clair, son téléphone collé à l'oreille. Son regard se planta dans le mien, glacé, méprisant. Elle murmura dans son appareil « Ne t'inquiète pas, elle ne tiendra pas longtemps. » Puis elle passa devant moi comme si je n'étais qu'une ombre. Ce soir-là, je peinais à trouver le sommeil. Les murs de ma chambre semblaient m'écraser. J'imaginais André, assis à mes côtés, me souffler. « Tiens bon, Hélène, n'aie pas peur de la solitude, tu n'es pas seule. » Quelques jours plus tard, je reçus un appel surprenant. C'était le notaire lui-même, celui qui m'avait annoncé la vente. Sa voix était troublée. « Madame, je me dois de vous dire que j'ai des doutes sérieux. Les signatures de l'acte me semblent étranges, mais j'étais contraint de l'enregistrer. Sachez que je collaborerai pleinement avec l'expertise. » Je remerciai sobrement. Encore un pas de plus en ma faveur. Mais le plus choquant restait à venir. Un soir, Jeanne sonna à ma porte essoufflée, un petit carnet serré dans ses mains. Je l'ai trouvé dans la boîte aux lettres de ma voisine qui déménage. C'était adressé à Élise, mais par erreur c'est arrivé chez elle. Je ne pouvais pas le garder sans vous le montrer. Je pris l'objet, intrigué. À l'intérieur, des notes griffonnées. Rendez-vous, montant, initial, et à plusieurs reprises, les lettres Monsieur L avec des sommes astronomiques notées à côté. Lefebvre, évidemment. Mais une mention me glaça. Rendez-vous avec notaire, préparer transfert total au nom d'Élise, exclure Marc. Alors là, tout devenait limpide. Mon fils croyait être complice, mais en réalité, il n'était qu'un pion. Élise et son amant prévoyaient de l'évincer, de l'humilier, de le dépouiller lui aussi. Je restai longtemps ce soir-là, assise devant ma table, le carnet posé devant moi. Je regardais la photo d'André qui trônait sur le buffet. « Tu vois, murmurai-je, ton fils s'est égaré, mais peut-être qu'un jour il comprendra. Moi, je n'abandonnerai pas. Pas pour toi, pas pour nous, pas pour la mémoire de cette maison. » À cet instant, ma peur disparut presque entièrement. Ce n'était plus seulement ma survie que je défendais. C'était une vérité plus vaste, l'amour d'un mari, la loyauté d'une vie entière et la dignité qu'on voulait m'arracher. La bataille judiciaire approchait, et dans l'ombre, j'étais prête. L'audience approchait. Chaque jour qui me séparait de ce moment ressemblait à une montée vers une falaise, mais je n'avais plus peur. J'avais appris à transformer mon angoisse en vigilance. Avec Maître Duval, nous avions soigneusement préparé notre dossier. Le testament d'André, les notes du carnet découvert par Jeanne, la photo d'Élise et de Lefebvre, la déclaration du notaire et désormais le témoignage de Thomas, l'ami fidèle de mon mari. Plus je feuilletais ces preuves, plus je sentais le piège se refermer sur eux. Un soir, alors que je terminais de ranger mes papiers, le téléphone sonna. C'était Marc. Sa voix était hésitante, presque cassée. « Maman, on pourrait se voir ? Juste toi et moi. » Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café discret, près des Alice Camp. Marc paraissait plus vieux, comme s'il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses épaules voûtées, ses yeux fuyants. J'ai reconnu ce fils que j'avais bercé, fragile sous son costume froissé. « Maman, dit-il, je ne sais plus où j'en suis. Élise me presse de te convaincre de signer. Elle dit que c'est pour ton bien. Mais... » Sa voix se brisa. Je l'écoutais sans l'interrompre. « Tu crois peut-être que je t'en veux, repris-je doucement, mais c'est elle qui t'entraîne dans sa folie.
Tu ne vois pas qu'elle veut t'écarter, toi aussi? Je sortis le carnet intercepté par Jeanne. Je lui montrai l'inscription « Exclure Marc ». Il blêmit, recula sa chaise. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Je posai ma main sur la sienne. « Réveille-toi, mon fils. Tu crois qu'elle bâtit un avenir pour vous deux? Elle prépare ta ruine. » Il baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. À cet instant, je compris que malgré sa lâcheté, une fissure s'ouvrait dans le mur de mensonges qui l'entourait. Le soir même, j'ai décidé de tendre un piège à Élise. J'ai feint d'accepter une rencontre de conciliation. Je l'ai appelée moi-même, d'une voix douce, presque soumise. « Tu avais raison, Élise. Cette maison est trop lourde pour moi. Parlons-en calmement. Viens demain soir seul. » Un silence au bout du fil, puis sa voix faussement aimable. « Enfin! Tu fais preuve de sagesse. Je viendrai. » Le lendemain, j'avais tout prévu. Dans le salon, j'avais placé discrètement un petit dictaphone offert par Thomas, qui connaissait bien ses techniques d'enregistrement. Jeanne, quant à elle, s'était installée chez moi, à l'étage, prétextant m'aider à ranger, mais prête à témoigner de ce qu'elle entendrait. À l'heure dite, Élise entra, perchée sur ses escarpins, le sourire carnassier. « Alors, Hélène, vous vous décidez enfin à raisonner ?» Je jouais mon rôle, celle d'une vieille femme fatiguée, prête à céder. « Oui, mais je veux être certaine que Marc sera protégé. »« Il est fragile, tu le sais. » Elle eut un rire sec. « Marc, il est inutile dans ses affaires. Laisse-moi faire, je gère tout. Bientôt, cette maison sera officiellement à moi, et ni toi, ni lui n'aurez plus votre mot à dire. » Je restai impassible, mais mon cœur battait si fort que je craignais qu'elle ne l'entende. Elle ajouta, se penchant vers moi comme pour m'achever. « Tu aurais mieux fait de mourir avec André. Tu nous aurais épargné des complications. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Je sentis la brûlure de la haine, mais je gardai mon masque. « Si c'est ce que tu veux vraiment, Élise, alors je ne m'opposerai pas. » Elle quitta la maison, sûre de sa victoire. Mais son arrogance venait de me donner ce que j'attendais, une preuve sonore irréfutable de son projet et de son mépris. Le lendemain, j'apportai l'enregistrement à maître Duval. Il écouta, le visage fermé, puis me regarda avec une lueur d'admiration. « Vous avez eu du courage, madame, c'est accablant. Nous avons désormais de quoi les écraser au tribunal. » Je sortis du cabinet en respirant profondément l'air frais. Pour la première fois depuis des mois, je sentais mes épaules se redresser. La bataille n'était pas finie, mais désormais, je n'étais plus sur la défensive. Je relevai la tête en passant devant les arènes. Le soleil d'Arles illuminait les pierres séculaires. Ces murs avaient traversé des siècles de trahison et de victoire. Moi aussi, je tiendrais. Bientôt, la vérité éclaterait. Le jour de l'audience arriva enfin. J'avais passé la nuit sans dormir, assise dans mon fauteuil, à contempler la photo d'André posée sur le buffet. Ses yeux rieurs semblaient me dire « Courage, Hélène !» J'avais enfilé mon tailleur noir, celui que j'avais porté à son enterrement. Cette fois, je ne l'endossais pas pour pleurer, mais pour combattre. Au palais de justice de Tarascon, la salle d'audience était froide, presque austère, avec ses murs de pierre et son parquet usé par des décennies de pas hésitants. Marc et Élise étaient déjà là. Lui, crispé, nerveux, se triturant les doigts. Elle, impassible, sûre d'elle, vêtue d'une robe sobre qui la faisait paraître presque vertueuse. Lefebvre était assis 2 rangs derrière, observant la scène avec son sourire carnassier. Lorsque je m'installai aux côtés de maître Duval, Élise me lança un regard triomphant, comme pour m'achever d'avance. Je soutins son regard sans ciller. Le juge, une femme aux cheveux gris tirés en chignon, entra. La salle se leva, puis l'audience débuta. Duval prit la parole le premier. Sa voix ferme et posée résonna dans le silence. « Madame le juge, nous sommes ici face à une tentative manifeste de spoliation. Ma cliente, veuve depuis 3 ans, s'est retrouvée mise à l'écart par un acte de vente falsifié. Elle n'a jamais signé ce document. Pire, son testament, rédigé par son mari avant son décès, prouve que la maison devait lui revenir en pleine propriété. » Le juge hocha la tête, demandant que la pièce soit versée au dossier. Élise se pencha alors vers son avocat, un homme à la barbe soignée, qui prit la parole. « Ma cliente, Madame Élise B., affirme que sa belle-mère, confuse et affaiblie, a donné son accord, mais qu'elle n'en a plus le souvenir. Elle a donc agi dans l'intérêt de la famille, avec le soutien de son mari. Monsieur Marc B., je sentis mon cœur se serrer.
L'argument classique, me faire passer pour une vieille femme sénile. Mais Duval avait prévu cette attaque. Il sortit le rapport du graphologue. Voici l'expertise. Il est formel que la signature de ma cliente a été imitée. L'encre, la pression du stylo, la graphie, tout prouve la falsification. C'est un faux. De plus, le notaire lui-même a exprimé ses doutes sur la validité de l'acte. Le juge lut attentivement, ses sourcils se fronçant. Élise, pour la première fois, perdit un peu de son assurance. Puis Duval appela Thomas à la barre. Mon vieil ami s'avança, droit malgré son âge, et parla avec une sincérité désarmante. J'ai connu André 40 ans. Il m'a confié, quelques mois avant sa mort, qu'il voulait protéger Hélène à tout prix. Il avait peur que certains dans la famille cherchent à la dépouiller. C'est pour cela qu'il a rédigé ce testament. Je peux en témoigner devant n'importe qui. Un murmure parcourut la salle. Je vis Marc baisser la tête, honteux. Élise, elle, serrait les lèvres, furieuse mais muette. Puis vint mon tour. Je me levai lentement, mes mains légèrement tremblantes, mais ma voix étonnamment ferme. Madame le juge, je ne demande pas vengeance. Je demande seulement justice. Cette maison, c'est toute ma vie. Les rires de mon fils enfant, la main de mon mari sur la mienne, les souvenirs de chaque pierre. Vouloir me l'arracher, c'est vouloir effacer mon existence. Et si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce que je refuse de disparaître avant l'heure. Un silence lourd suivit mes paroles. J'aperçus dans un coin de la salle Jeanne, ma fidèle voisine, qui m'adressa un signe discret de soutien. Duval conclut avec calme. Et si vous avez encore un doute sur les intentions réelles de Madame Élise, j'invite la Cour à écouter un enregistrement réalisé chez ma cliente, avec le plein consentement de celle-ci. Il sortit le dictaphone et fit retentir la voix d'Élise, claire, arrogante. Bientôt, cette maison sera officiellement à moi, et ni toi ni lui n'aurez plus votre mot à dire. Tu aurais mieux fait de mourir avec André. La salle s'emplit d'un souffle d'indignation. Le juge leva les yeux, glacial. L'avocat d'Élise balbutia, tentant de contester la validité de la preuve, mais le mal était fait. Chacun avait entendu la cruauté de ces mots. Je regardai Élise. Son visage avait perdu son masque. Elle tenta un sourire crispé, mais ses yeux trahissaient la panique. Lefebvre, derrière elle, s'était figé, blême. Pour la première fois depuis des mois, je sentis que le vent tournait. L'audience fut suspendue pour la journée. Le jugement serait rendu dans 3 semaines. Mais au fond de moi, je savais déjà que leur empire de mensonges commençait à s'écrouler. Le soir même de l'audience, je rentrais chez moi épuisé, mais une lueur de paix m'habitait. J'avais parlé, j'avais résisté, et surtout, Élise s'était dévoilée devant tous. Pourtant, je savais qu'elle n'abandonnerait pas. Les gens comme elle n'acceptent pas la défaite. La preuve vint plus tôt que je ne le pensais. 2 jours après, en ouvrant ma boîte aux lettres, je découvris une nouvelle enveloppe, cette fois-ci sur papier à en-tête d'un cabinet médical d'Arles. On m'y convoquait pour un examen psychiatrique, demandé dans le cadre d'une procédure initiée par ma belle-fille. Je restais figé sur le trottoir, les doigts crispés sur la feuille. Ils osaient encore. Après avoir tenté de me voler ma maison, après avoir falsifié ma signature, ils cherchaient à me faire passer pour folle, inapte à gérer mes biens. Je portai immédiatement la convocation à Maître Duval. Il lut le document, ses yeux lançant des éclairs. C'est leur dernière carte. Si vous êtes déclaré inapte, la vente pourrait malgré tout être validée. Mais croyez-moi, Hélène, nous allons retourner ce piège contre eux. Il organisa aussitôt une contre-expertise avec un médecin de confiance. Je me prêtais volontiers au test. Mémoire, logique, attention. J'y mis une énergie presque juvénile. Quand le médecin me félicita pour ma vivacité d'esprit, j'eus envie de rire et de pleurer à la fois. Pendant ce temps, Élise ne restait pas inactive. Elle multipliait les visites de voisinage, jouant la victime. Jeanne m'en rapporta les échos. Elle raconte partout que vous êtes sénile, que vous vous laissez manipuler par un avocat véreux. Elle veut retourner l'opinion du quartier contre vous. Mais la vérité avait ses alliés silencieux. Plusieurs voisins m'arrêtèrent au marché pour me serrer la main, me dire « Tenez bon, Madame Hélène, on sait bien qui vous êtes. » Un soir, alors que je fermais mes volets, j'entendis une voiture se garer brutalement devant la maison. C'était Marc. Il sortit précipitamment, le visage défait. « Maman, il faut que je te parle. » Nous entrâmes dans le salon. Il resta debout, incapable de s'asseoir, comme un homme traqué.
Je ne peux plus continuer. J'ai tout gardé pour moi, mais je ne dors plus. Tu dois savoir la vérité. » Sa voix tremblait. Il me raconte qu'au début, Élise lui avait promis que la vente de la maison était temporaire, que cela leur permettrait d'investir dans un projet plus rentable. Il l'avait cru. Puis, peu à peu, il avait découvert ses rencontres avec Lefebvre. Quand il l'avait confrontée, elle avait ri. « Tu crois que j'ai besoin de toi? J'ai besoin de ton nom, de ta signature, rien de plus. » Je le laissais parler sans l'interrompre. Plus il déversait son fardeau, plus ses épaules semblaient s'alléger. « Et ce n'est pas tout, maman. Élise, elle voulait aller plus loin. Elle avait parlé de te faire interner. Elle disait que tu étais fragile, que tu pourrais avoir un accident. Elle m'a demandé de ne pas m'opposer. Sinon, elle me détruirait aussi. » Mon sang se glaça. Un accident. Ces mots résonnaient comme une menace de mort. Marc s'effondra sur le canapé, les mains dans ses cheveux. « Je suis désolée, maman. J'ai été lâche. J'ai laissé faire, j'ai fermé les yeux, je ne peux plus. Je témoignerai si tu le veux. Je dirai tout au juge. » Je le regardais longtemps. C'était mon fils, celui que j'avais porté, nourri, aimé. Il avait failli, il s'était laissé manipuler. Mais ce soir-là, il redevenait l'enfant qui cherchait refuge dans mes bras. Je posai ma main sur son épaule. « Alors il n'est pas trop tard, Marc. Aide-moi à protéger ce que ton père a voulu nous laisser. Aide-toi toi-même à sortir de ses griffes. » Ses yeux se remplirent de larmes. Quand il partit, j'allai jusqu'à la chambre et sortis le portrait d'André. « Tu entends, André? Ton fils s'éveille enfin. Peut-être qu'il n'est pas perdu. Peut-être qu'il comprendra que l'amour d'une mère n'est pas une marchandise. » Mais je savais aussi que cette confession changeait tout. Élise n'était plus seulement une voleuse. Elle était une femme capable de tout, même du pire. Je rangeais soigneusement les nouvelles informations pour Maître Duval. L'heure de vérité approchait. Bientôt, ce ne serait plus seulement ma maison qui serait en jeu, mais la dignité et la sécurité de toute ma famille. Et je sentais déjà le souffle du scandale qui s'annonçait. Les jours qui suivirent l'aveu de Marc eurent la saveur étrange des veilles de tempête. Tout semblait calme en surface. La maison baignait dans le silence, les oliviers du jardin frémissaient doucement dans le vent d'Arles, et pourtant je sentais au fond de moi la fureur d'Élise s'accumuler comme des nuages noirs. Je n'eus pas à attendre longtemps. Un matin, alors que je sortais acheter du pain, une voiture sombre s'arrêta brutalement à ma hauteur. La vitre se baissa. Élise. Son visage maquillé à la perfection n'arrivait pas à masquer la rage qui brûlait dans ses yeux. « Vous croyez vraiment avoir gagné, Hélène ?» lança-t-elle d'une voix sifflante. « Votre petit numéro au tribunal, vos preuves, vous n'êtes qu'une vieille femme ridicule. Personne ne vous croira face à moi. » Je la fixais calmement. Je n'avais plus peur. « Le juge a déjà entendu votre voix, Élise. Ce n'était pas la mienne, mais la vôtre, qui souhaitait ma mort. C'est vous qu'on ne croira plus. » Elle serra le volant, ses jointures blanchissant, puis accéléra, disparaissant dans la rue étroite. L'après-midi, Marc revint. Il avait le teint pâle, les traits tirés. « Maman, elle sait que j'ai parlé. Elle me menace. Elle dit qu'elle dévoilera mes dettes, que je serai ruinée. Mais je m'en fiche. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Je posai ma main sur la sienne. « Alors sois courageux jusqu'au bout. Ton témoignage sera décisif. » Il hocha la tête, le regard embué. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'un fil invisible se renouait entre nous, fragile mais réel. Le lendemain, Maître Duval me convoqua à son cabinet. Sur son bureau, un dossier épais nous attendait. « Madame, dit-il, nous avons désormais de quoi démontrer la fraude, le faux, la tentative de spoliation. Mais il y a plus grave, si votre fils témoigne, nous pourrons prouver qu'il y avait aussi un projet de manipulation, peut-être même de mise en danger de votre personne. Cela peut prendre une tournure pénale. » Je demeurai silencieuse. Pénale. Le mot résonnait lourd. Mais c'était la vérité, et je n'avais plus rien à cacher. Duval ajouta, « Le juge ne peut pas fermer les yeux sur tout cela. La maison sera protégée. Mais sachez-le, cette bataille vous coûtera, émotionnellement, physiquement. Êtes-vous prête ?» Je levai les yeux vers lui. Je n'ai plus le choix. Si je renonce, je ne suis plus rien. Si je me bats, je suis encore moi. Il acquiesça avec un respect visible. Quelques jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Jeanne, ma fidèle voisine, vint sonner chez moi avec un air affolé. « Hélène, il faut que vous voyiez ça. » Elle me tendit son téléphone.
Une vidéo circulait sur les réseaux sociaux. Élise et Lefebvre, attablés à la terrasse d'un restaurant, échangeant des propos compromettants enregistrés par un client. On les entendait parler de débarrasser la vieille et de liquider tout ça rapidement. La preuve tombait du ciel, implacable, irréfutable. Je sentis mes jambes fléchir. Jeanne m'aida à m'asseoir. « Vous voyez, dit-elle, la vérité finit toujours par éclater. » Je pris une grande inspiration. Cette fois, Élise s'est condamnée elle-même. La veille du jugement, je passais la soirée seule, assise devant la maison. Le soleil couchant baignait les façades d'Arles d'une lumière rouge. Je caressais le tronc de l'olivier planté par André l'année de notre mariage. « André, murmurai-je, demain je porterai ta voix. Pas seulement la mienne, ta volonté, ton amour, ta dignité. On a voulu les effacer, mais je ne laisserai pas faire. » Je levai les yeux vers le ciel. Les étoiles commençaient à poindre. Dans ce silence, je me sentis prête. Demain, tout se déciderait. Et ce n'était plus moi qui tremblais, c'était eux. Le matin du jugement, j'arrivai au tribunal le cœur lourd mais la tête haute. Dans le grand hall de pierre, chaque pas résonnait comme un écho du passé. Mes sacrifices, mes années de silence, mes humiliations avalées. J'avais longtemps cru que vieillir, c'était s'effacer. Mais en franchissant cette porte, je savais que j'allais enfin exister pleinement. Élise était là, entourée de son avocat et de Lefebvre. Elle avait choisi une robe sombre, austère, pour jouer la carte de la respectabilité. Mais ses yeux, eux, trahissaient une nervosité qu'elle peinait à contenir. Marc, assis un peu plus loin, paraissait brisé mais déterminé. Quand nos regards se croisèrent, il inclina légèrement la tête, comme un fils qui demande pardon. La salle se remplit d'un silence lourd quand le juge entra. L'audience reprit. Maître Duval présenta d'abord l'expertise graphologique, confirmant le faux, puis il fit entendre à nouveau l'enregistrement de ma rencontre avec Élise. Sa voix glaciale résonna dans la salle. « Bientôt, cette maison sera officiellement à moi, et ni toi ni lui n'aurez plus votre mot à dire. Tu aurais mieux fait de mourir avec André. » Un frisson parcourut l'assemblée. L'avocat d'Élise tenta de contester la légalité de l'enregistrement, mais le juge coupa court. Quand des propos aussi graves sont prononcés, la justice doit en tenir compte. Puis ce fut au tour de Marc. Mon fils se leva, tremblant, la voix étranglée. « J'ai honte, madame le juge. Honte d'avoir participé à ce mensonge. J'ai laissé ma femme me manipuler. Mais je dois dire la vérité. Élise n'a jamais voulu protéger ma mère. Elle voulait tout garder pour elle, même m'écarter. Moi, elle a parlé de la faire interner, d'un accident qui arrangerait tout. Je n'ai pas réagi assez tôt. Mais je suis là pour réparer. » La salle retint son souffle. Marc sanglotait presque. Je sentis mes yeux se mouiller, mais cette fois ce n'était pas de douleur, c'était la preuve qu'il n'était pas totalement perdu. Et comme si le destin voulait clore le cercle, l'avocat de la partie adverse reçut un message au même moment. Il pâlit en le lisant. La vidéo tournée au restaurant circulait déjà massivement. Le juge en fut informé et elle ordonna qu'elle soit visionnée. Sur l'écran, la voix d'Élise claqua comme un coup de fouet. Il faut se débarrasser de la vieille. Une fois qu'elle sera hors jeu, la maison sera à nous. Le masque d'Élise se brisa. Elle tenta de protester, mais ses mots se perdaient dans un tumulte d'indignation. Lefebvre, lui, détourna le regard, conscient que tout était fini. Le juge prononça alors la décision d'une voix claire et implacable. La vente est annulée pour cause de faux et usage de faux. La maison revient en pleine propriété à Madame Hélène B. Une enquête pénale est ouverte à l'encontre de Madame Élise B. et de Monsieur Lefebvre pour fraude, escroquerie et tentative de mise en danger d'autrui. La salle explosa en murmures. Moi, je restais immobile, le souffle court. C'était fini. J'avais gagné. Élise fut escortée hors de la salle, furieuse, hurlant que tout cela n'était qu'une machination. Mais ses cris sonnaient creux. Pour la première fois, elle n'avait plus aucun pouvoir. Quand je sortis du tribunal, l'air d'Arles me parut plus doux que jamais. Marc m'attendait. Il s'approcha timidement. « Maman, pardonne-moi. » Je le regardais longtemps. Je ne peux pas oublier Marc, mais je peux espérer. Espérer que tu retrouves un jour l'homme que ton père rêvait de voir en toi. Il baissa la tête, mais je vis ses yeux rougis. Il avait compris. Le soir, seul dans ma maison sauvée, je m'assis dans le vieux fauteuil d'André. La lumière dorée du couchant caressait les murs et je parlais à voix haute, comme si quelqu'un m'écoutait. « Voilà, André,
Notre maison est sauve, j'ai tenu bon. Tu m'avais toujours dit que j'étais plus forte que je ne le croyais. Tu avais raison, je restai là longtemps, le silence apaisé autour de moi. Puis je pris un carnet et une plume. Je voulais laisser un message, pas seulement pour Marc, mais pour toutes celles qui, comme moi, avaient donné leur vie et reçu en retour le mépris ou la trahison. À vous, femmes silencieuses, mères oubliées, grand-mères effacées, n'attendez pas que l'on vous donne la parole. Prenez-la. Voilà. Vos mains tremblent peut-être, vos épaules ploient, mais votre dignité ne vieillit pas. On vous croit faible, vous êtes le rôtil, vous êtes la mémoire et la justice. N'ayez plus peur des peurs. Parlez, agissez. Même tard, il n'est jamais trop tard. Je posai la plume, le cœur battant. Ce soir-là, dans ma maison sauvée, je n'étais plus seulement Hélène, la veuve de 65 ans. J'étais la voix de toutes celles qu'on avait voulu réduire au silence, et cette voix personne ne pourrait plus jamais l'éteindre.